Bonjour Mireille Valette, vous êtes donc journaliste, vous vivez à Genève. Vous avez déjà publié 2 essais, Islamophobie ou légitime défiance, et un second essai qui s'appelle Boulevard de l'islamisme. Vous êtes aussi présidente de l'association suisse Vigilance Islam, et vous animez aussi un blog dans la Tribune de Genève, c'est bien ça. Alors, au sujet de la sortie de votre livre, donc, le radicalisme dans les mosquées suisses, j'aurais voulu vous poser quelques questions. D'abord, une question assez générale. Qu'est-ce que c'est vraiment les caractéristiques de l'islam en Suisse par rapport aux autres pays? Alors j'aimerais d'abord préciser que la Suisse compte un peu plus de 8 millions d'habitants, donc comparable à la Suède ou à l'Autriche, qu'elle comprend 450 000 musulmans environ, à savoir 5,5% de la population. Et c'est un pays qui ne connaît ni les zones de non-droit, ni les émeutes, ni les ghettos, ni les attaques de policiers ou de pompiers. Ce qui laisse croire que c'est un pays qui a une sorte de microclimat qui fait que les musulmans ici sont particulièrement pacifiques, voire modernistes. Et c'est évidemment tout le contraire que je montre dans mon livre. D'abord, j'aimerais faire une petite remarque sur le fait que beaucoup de gens dans ce pays aimeraient bien qu'on ait un islam de Suisse, c'est-à-dire que les imams soient formés ici. Ce qui me pose cette question par rapport au fait qu'on nous dit tous les jours que cette religion est une religion de paix, d'amour et de tolérance. Et cette question, c'est pourquoi ne pas garder l'original et vouloir un islam d'ici ou d'ailleurs? Et la deuxième question, c'est si cet islam est sans problème, pourquoi est-ce qu'on a besoin de tant de cours d'intégration, d'explications sur la manière dont on traite les femmes et les hommes à égalité dans notre pays, des cours sur la laïcité? Pourquoi est-ce qu'il faut tant de dispositifs de prévention de la radicalisation? Vous parlez beaucoup de l'influence des mouvements radicaux islamistes sur les institutions musulmanes en Suisse. Qu'est-ce qu'il en est? Effectivement, comme partout, nous avons une très forte empreinte des frères musulmans, par exemple. Nous avons même l'un des pontes de la confrérie qui a travaillé avec Saïd Ramadan en Allemagne, qui a contribué à créer de très nombreux centres liés à cette idéologie des frères musulmans. Et lorsqu'il y a eu le 11 septembre et qu'il a connu quelques ennuis, il était sur des listes rouges, il est venu s'établir en Suisse et très vite, il est devenu président de l'une des 2 principales associations musulmanes du Tessin, ce qui apparemment ne gêne personne. Nous avons aussi beaucoup d'empreintes du wahhabisme. La plus grande mosquée wahhabite est à Genève d'ailleurs, et c'est la plus grande de Suisse. Nous avons aussi passablement de mosquées turques envoyées par le sultan d'Ankara, qui non seulement d'ailleurs paye ses imams pour quelques années, mais aussi envoie des formateurs pour animer des séminaires qui sont des théologiens, des pédagogues, des psychologues. Donc, on a en fait le paysage classique de tous les pays d'Europe. Vous parlez de djihad culturel et d'islamisation, mais quelle est la différence en fait? Le djihad culturel, ce sont les communautés musulmanes qui font l'offensive pour nous imposer leurs rites, leurs préceptes, leurs mœurs, notamment dans l'espace public. L'islamisation, ce sont les conquêtes que ce djihad réussit à avoir. Si je parle djihad culturel, vous avez évidemment tous ces mouvements qui réclament le foulard partout, dans les institutions, dans l'administration, dans les entreprises et aussi dans les écoles, bien sûr. Et puis, vous avez aussi les demandes classiques, pouvoir faire ses prières au travail. Et à ce propos-là, il y a un élément assez intéressant de djihad culturel, puisque
Si vous regardez tous les sites de ces associations qui gèrent les mosquées, vous voyez qu'on indique bien sûr précisément l'heure des prières et on dit que la prière n'est pas valide si elle est faite en dehors de ces heures précises. Or, la doxa musulmane autorise à faire ces prières en dehors des heures si on ne peut pas les faire à l'heure dite. Donc c'est vraiment aller plus loin que la doxa pour nous imposer ce genre de préceptes. Sur les lieux de travail, par exemple. Par exemple, sur les lieux de travail, un conseiller d'État récemment expliquait qu'il avait eu plusieurs demandes, c'est le conseiller d'État genevois qui s'occupe de l'économie, plusieurs demandes de musulmans qui voudraient pouvoir introduire cette habitude de faire leur prière sur le lieu de travail. Jusqu'ici, ce conseiller d'État a répondu par la négative. Mais nous n'avons pas seulement un djihad culturel qui est pratiqué par les communautés musulmanes, mais aussi par, et c'est assez extraordinaire, les services d'intégration des étrangers dans les différents cantons. Et ils ont une espèce d'obsession, ces services, c'est de nous imposer le foulard. Leur moyen le plus privilégié, ce sont les expositions sur le foulard. Par exemple, une s'intitulait « Le foulard de l'Antiquité à nos jours » pour montrer que tout le monde a porté le foulard un jour ou l'autre, que même les hommes ont porté le foulard, et qu'au final, refuser à ces musulmanes de porter le foulard, un foulard si inoffensif, est tout à fait inadmissible. Et j'ai assisté un soir à une réunion à l'Université de Genève un peu ubuesque, qui était consacrée d'une part à une exposition et d'autre part au foulard dans l'entreprise. Et on a passé un certain temps à nous expliquer que des étudiantes qui étudient la pharmacie à l'université ne trouvent pas de stage chez les pharmaciens parce qu'elles portent le foulard. Donc notre délégué à l'intégration s'est beaucoup investi dans cette cause jusqu'au moment où il est allé voir des imams en leur disant « Mais est-ce que ces filles ne pourraient pas porter un voile léger qui ne marque pas trop cette empreinte de l'islam ?» Et il s'est entendu dire « Il n'est pas question que ces filles laissent apparaître le cou et les oreilles. » Alors, on peut résumer en disant que tous ces dévots musulmans considèrent que la liberté d'expression est un dû dans nos sociétés. Mais vous n'entendrez jamais des porte-paroles, des imams dire qu'il faut absolument que cette liberté d'expression existe aussi dans les pays musulmans, puisque aucun d'entre eux ne la respecte. Lorsque vous posez la question, on vous répond immédiatement non, 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 nous on veut parler de l'islam en Suisse, pas de l'islam ailleurs, c'est une question très différente. Bon, alors d'accord pour le djihad culturel, mais qu'est-ce qu'il en est des succès des mouvements d'islamisation? Par exemple, ces succès engrangés par les djihadistes grâce aux concessions, aux démissions de nos gouvernements et autorités, voire nos capitulations des pouvoirs. Est-ce qu'ils sont nombreux? Évidemment, ils sont très nombreux et je vais vous en donner quelques exemples. Par exemple, à Bâle, avait une crèche gérée par une association musulmane et financée en partie par les autorités. L'association a appelé cette crèche Mini Oumma avec 2 croissants sur le i. Ça n'a pas gêné les autorités puisque le programme, lui, évidemment, ne parlait pas de religion, sinon les fonds auraient été immédiatement coupés. De plus, cette crèche avait dans son comité un personnage qui s'était fait remarquer lors d'un reportage télévisé en disant que les sanctions de la charia étaient parfaitement légitimes, qu'il avait très envie d'ailleurs que cette charia soit implantée en Suisse, et qui comparait les amendes qu'on inflige aux automobilistes aux fouets et aux amputations des voleurs, sanctions qu'il trouvait tout à fait normales. Et ce monsieur Osmanoglou était donc membre du comité de la crèche et en même temps, cerise sur le gâteau, il était en conflit avec les autorités
parce qu'il ne voulait pas que ses filles fassent des cours de natation à l'école. Il a passé par toutes les étapes juridiques, communales, cantonales, fédérales, et au moment où cette affaire est sortie dans les journaux, il en était à la Cour européenne de justice. Et les autorités ont défendu cette crèche, sauf que pas très longtemps après, elle a disparu du paysage. Aussi, un autre exemple à Bâle, c'est un coin de piscine qui est réservé aux femmes. Vous savez que toutes les musulmanes cherchent désespérément des piscines où elles ne rencontrent pas d'hommes qui sont évidemment des dangers extrêmes. Donc peu à peu, des musulmanes ont envahi ce coin de piscine. Certaines d'entre elles, toutes habillées avec leur foulard, se jetaient dans la piscine. Elles insultaient les gardiens, elles insultaient des femmes en bikini. Elles sont même arrivées à un moment donné à une agression physique contre un employé. À un moment donné, ce coin de piscine était occupé pour les 3/4 par des musulmanes. Alors, pendant des années, on a fait des médiations par des musulmans, médiations par la ville. On a fait des appels, des rappels, etc. Rien n'y a fait jusqu'au moment où les autorités ont été contraintes et forcées de changer le règlement de cette piscine, ce qui a à peu près résolu la question. Bon, on a eu aussi une très grande victoire de ces communautés puisque notre Cour suprême, qui s'appelle le tribunal fédéral, a accepté le foulard de fillettes à l'école. En 2010, dans les écoles, il se passe d'ailleurs beaucoup de choses que la dernière idée serait que ça apparaisse dans la presse. Mais on a par exemple, alors ça c'était public, en 2010, Fribourg a édicté des directives à l'égard de ses enseignants. Et dans ces directives, on disait qu'il fallait, qu'on pouvait donner de 3 à 5 jours de congé pour les fêtes religieuses des différentes religions et que certaines pouvaient être consacrées à la pratique de certains actes ou rites ressortant de ce droit fondamental de pratiquer cette religion. On était très rassurés en lisant dans ces directives que les fêtes d'origine chrétienne, je cite, étaient autorisées, mais à la condition de ne pas porter atteinte à la sensibilité religieuse des autres petits élèves, d'autres religions. Il fallait aussi, selon ces directives, être extrêmement souple et compréhensif envers les jeunes qui font le ramadan. Il était autorisé aux fillettes de porter le foulard et, évidemment, pour les cours de natation, de porter le burkini. Un autre exemple de cette islamisation, ce sont 2 écoles de Lucerne qui reçoivent des élèves en difficulté scolaire, des jeunes gens, qui amenaient leur tapis de prière à l'école et qui priaient un peu n'importe où, dans les escaliers, devant les salles. Et c'était devenu tellement insupportable qu'une décision a été prise. Et quelle est cette décision? Réserver des salles de prière, mais attention, pas des salles de prière musulmanes, des salles de prière destinées à toutes les religions, chacun sachant que les chrétiens ne rêvent que d'une chose, prier à l'école. Le canton de Berne, pour sa part, a demandé aux communes de réserver des carrés musulmans et leur a recommandé de ne pas laisser de croix à proximité puisque l'intolérance musulmane est totalement admise et occupe tous les esprits. On a bien entendu des imams qui refusent de condamner la lapidation, c'était il y a 1 ou 2 ans, 3 imams, dont celui évidemment de la Grande Mosquée de Genève, dont celui du plus grand centre islamique du canton de Vaud. On a aussi ceux qui refusent de serrer la main des femmes. Alors en Suisse, on possède un instrument d'islamisation assez incroyable. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Mireille? Absolument. Il s'agit d'un centre suisse Islam et Société
qu'abrite l'université de Fribourg. Et c'est une trouvaille extraordinaire que pourraient nous envier toutes les communautés musulmanes d'Europe. Ce centre, sous couvert d'intégration, fait en sorte de promouvoir tous les marqueurs identitaires, vestimentaires, etc. de ces communautés. Mais surtout, il entend faire financer des activités musulmanes fort nombreuses par la collectivité. Par exemple, il propose des cours de pédagogie aux activistes des mosquées, par exemple des enseignants d'arabe, par exemple des femmes qui animent des groupes de femmes, des personnes qui animent des groupes de jeunes. Ce centre entend aussi financer beaucoup d'activités hors mosquée car nous ne sommes pas conscients que beaucoup d'activités des musulmans sont des services à la communauté. Et dans un de ses rapports, ce centre donne un exemple assez merveilleux. Vous avez une école où une fille refuse de prendre un certain cours. Il n'est pas précisé, on imagine, cours de natation. L'école fait appel à un imam qui arrive, qui fait sa médiation avec la fille, avec les parents. La médiation réussit, tout le monde est content et il serait logique de rémunérer cet imam qui est venu en fait tenter de résoudre un problème que sa doxa pose, qu'il enseigne probablement tous les jours et tous les jours dans ces mosquées où la ségrégation sexuelle est extrêmement intense. Le bassin d'activités rémunérées le plus important, ce sont les aumôneries. Aumôniers dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les maisons pour personnes âgées et dans les foyers pour requérants d'asile. Ce qui est intéressant, c'est que ce centre reçoit le mandat d'évaluer les besoins dans ces lieux, besoins d'aumônerie, et ensuite il sera chargé de les organiser et probablement d'en chercher le financement. Ces centres sont très attachés à l'idée d'intégrer les populations musulmanes qui arrivent, les réfugiés, les requérants d'asile. Un de ses buts majeurs est donc logiquement d'améliorer l'image de l'islam dans le public, de déconstruire les préjugés et d'aider les religieux à mieux communiquer. Ce sont des séminaires qui sont extrêmement prisés par les religieux, les porte-paroles, puisqu'ils y apprennent comment présenter l'islam pour faire en sorte qu'on y adhère avec enthousiasme. Et en fait, cette volonté de financer toutes ces activités agit comme un aimant sur les imams, sur les porte-paroles, parce que être payé pour enseigner, pratiquer l'islam est le rêve de tous ces prosélytes. Ce centre forme aussi des professionnels qui sont en contact avec les communautés musulmanes, des professionnels, des travailleurs sociaux, des policiers, des enseignants, enfin le bassin est très large, et il leur explique comment, pour mieux intégrer les musulmans, il faut accepter leurs revendications. Et ces séminaires sont extrêmement nombreux et bien fréquentés. Mais ce centre veut faire croire qu'il est plus ou moins objectif dans ce qu'il enseigne, et pourtant il va jusqu'à préconiser des concepts parfaitement religieux au sens étroit du terme. Par exemple, des collaboratrices de ce centre portent le foulard, et il a organisé un séminaire qui était consacré à la richesse, où l'on se demandait si la richesse était un bienfait, je cite, dans ce monde et dans l'au-delà. Il a aussi préconisé pour les aumôniers des prisons d'enseigner un fiqh facilité, le fiqh étant le droit musulman. Donc le fiqh, c'est la charia en fait.
Oui, en gros. Mhm. Non, on ne peut pas le dire comme ça, le droit musulman. D'accord. Et en fait, ce centre est absolument adoré des autorités, des médias. Vous avez une revue de presse interminable dans leur site sur tous les articles que les journalistes ont sollicités. Malheureusement, curieusement, je n'y ai pas trouvé les miens. Mais pour l'instant, ce centre est un outil absolument extraordinaire d'islamisation douce de la Suisse. Alors, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Le radicalisme dans les mosquées suisses », mais en fait, je suis étonné, il n'y a aucune allusion au terrorisme. Oui, je me suis délibérément focalisée sur le radicalisme, bien que nous ayons, comme tous les autres pays, nos problèmes de jeunes gens qui partent en Syrie. On en a eu 70 ou 80. Nous avons beaucoup de polémiques, des gens qui sont arrêtés, des mosquées qui sont compromises dans ce genre de recrutement. Mais je voulais me centrer sur le radicalisme, sur cet enseignement de l'islam littéraliste qui est le cas dans toutes les mosquées, pratiquement, parce que je pense qu'à long terme, c'est vraiment le danger absolument majeur de nos sociétés de former des générations à un islam qui ne peut absolument pas s'intégrer à notre société. La plupart de ces mosquées donc expliquent que le Coran est parfait. Ali Ramadan précise qu'on ne peut pas en retirer une lettre. Il dit aussi que la charia est elle-même parfaite. Le prophète est complètement idolâtré. Et pour moi, tant que ces communautés musulmanes en resteront là, il est impossible de s'en rapprocher et je pense qu'il faut absolument les combattre. Et je terminerai par une citation d'un humoriste allemand qui nous dit « Si on ne savait pas que le Coran est la parole de Dieu, on pourrait croire qu'il a été écrit par un homme. » Je voulais pas seulement faire de la promotion pour mes livres, mais vous en recommander quelques-uns qui m'ont marqué. Celui-ci, Le marché halal, est absolument formidable et assez terrifiant aussi. Il montre comment l'islamisme prend en main le marché halal, qui devient d'ailleurs indéfini, qui se limite de loin pas à la nourriture. J'ai beaucoup aimé évidemment les ouvrages de Abdelwahab Medeb, notamment 3 qui critiquent de manière virulente l'islam qu'on enseigne aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé, c'est presque un modèle pour moi, Mosquée radicale, ce qu'on y dit, ce qu'on y lit, de Joachim Veliokas. D'ailleurs, il a écrit un précédent livre tout aussi bon, c'est vraiment une enquête journalistique, évidemment, des mosquées françaises. Michael Prazan, qui a écrit Frères musulmans, enquête sur la dernière idéologie totalitaire. C'est un livre assez récent et qui est très révélateur sur l'emprise et la manière dont ces frères musulmans répandent leur toxique idéologie en Occident. J'ai beaucoup aimé aussi le petit livre de Zineb Al-Razoui, qui a travaillé à Charlie Hebdo et qui a écrit « Détruire le fascisme islamique », qui est un petit livre absolument formidable contre ce fascisme islamique. Et Majid Oukacha, enfin, qui a écrit un livre magistral qui s'appelle « Il était une fois l'islam » et qui m'a beaucoup marqué. J'ai d'ailleurs fait une interview de lui que j'ai eu beaucoup de plaisir à entreprendre.